Moi, je vois 429 personnes. C'est les survivants. Les survivants. C'est l'élite, comme on le disait, mais c'est la super élite, là. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait quelqu'un sur le Discord qui disait à juste titre, oui, voilà, maintenant, quand on est 300, 400, 500 sur les lives, est-ce que c'est pas les fameux 10% des gagnants par rapport aux 90% qui ont lâché la rampe et qui ont tous perdu? J'ai dit, bon, je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Mais, alors, on vrai vous souhaite tous de la réussite, mais moi, je pense quand même que vous avez, si vous êtes encore là ce soir, vous avez un peu déjoué les stats. Très clairement. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, loin de là, mais et on vous souhaite au maximum d'entre vous ce que vous souhaitez de ces marchés, de la crypto et de cet écosystème en général. Mais ouais. Là, on rentre dans le petit cercle dur, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Avant de se payer un zénith pour le prochain bull run. C'est ça. Là, on est à 10% des audiences du top du bull market. Les plus grosses émissions qu'on a fait, c'était 4000, 6000 personnes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Bon, après, ça va peut-être encore un petit peu monter, là, tu vois, ça monte doucement, mais en d'ailleurs, vrai... je crois que l'ATH, on l'a fait pour l'émission spéciale du merge, si je dis pas de bêtises. Ça, je dirais que c'était un petit peu différent. C'est une hors-série, quoi. Ça. Ouais, c'était un événement historique, entre guillemets. Après, on avait fait une grosse émission, je crois, avec en fin 2022, quand ça avait commencé un peu à chuter. Oui. Mais je crois que le top, à un moment, on a dû faire quelque chose comme 7000, entre 6 et 7000 à la plus grosse émission qui devait être vers le mois de mars 2021, quelque chose comme ça. Ouais, on était venu truster sur la première page un streamer gamer qui avait des millions d'abonnés ou je sais pas combien et qui était autour de 7000 en live, donc ouais, c'était assez fou. Vous vous rappelez, un bon vieux temps, les gens, quand on croyait qu'on était riche et qu'on n'allait plus devoir travailler comme il se doit. Eh ben non, finalement. Voilà. Depuis, je suis chômeur, comme quoi. le bear market. Et en plus, tu travailles encore plus. Vraiment, je me suis vraiment fait scam. C'est là où c'est pas évident de durer dans le temps, justement, dans la durée, de tenir sur la longueur. Et c'est un peu ce que disait une fois Bitcoin. Tu peux sortir du fric de ton bull run, avoir mis un peu en stablecoin, finalement avoir déjoué les pièges basiques au bout d'un cycle, 2 cycles et tout ça. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui avaient déposé tout leur pactole, même stable, sur FTX, par exemple, et qui sont repartis une main devant, une main derrière. Donc, à tout moment, tu peux te prendre une tuile si tu fais pas gaffe à absolument tout. Et c'est vrai que c'est chaud. Hein. Moi, ça me fait penser au gars qui avait tweeté non, mais moi, je la joue safe, 25% sur Celsius, 25% sur FTX. Je sais plus où, mais il avait mis 4 protocoles, enfin 4 trucs. Avec un petit landing sur Silvergate, tout ira bien. Ouais, tout ira bien. Aïe. Purée. Pourtant, il était safe, le gars. Ouais. Après, c'était une blague, ce tweet. Hein. C'était pas, oui, c'était pas pour de vrai, mais c'était pas mal. C'était pas mal. On n'a pas toujours eu des drôles. Bon, on va faire comme d'hab. Ça va monter ou ça va descendre? Ah bah voilà, hein. C'est la question omniprésente. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? La seule certitude, et je crois que c'est une phrase du grand Manu, c'est que ça va aller à droite. Donc ça, c'est une certitude. Mais sinon, ouais, à court terme, on le voit ici, hein, depuis un mois, presque un mois et demi, sur un écrasement de volatilité. On a malgré tout eu la bougie de force, comme on l'avait dit précédemment, comme en avril 2019 ici. Je vais l'entourer parce que probablement que vous qui regardez sur téléphone ou que sais-je, c'est pas très clair. Mais c'est vrai qu'on pourrait être dans ce qui s'était déroulé début 2019. Et malgré tout, la question à court terme qui anime l'intégralité des opérateurs, des commentateurs, des analystes, enfin, peu importe comment on les nommera, c'est le fait que est-ce qu'on va avoir une période un peu plus difficile d'un point de vue de l'économie américaine, d'un point de vue d'une potentielle récession en 2 temps. Et historiquement,
là par contre c'est vrai que c'est des statistiques qui jouent pas forcément en notre faveur. C'est à partir du moment où la Fed pivote, c'est-à-dire à partir du moment où la hausse des taux a porté ses fruits sur le marché et sur l'inflation, où souvent on a un peu un retour de boomerang sur on va dire le côté américain, sur le marché US, et où historiquement plusieurs fois, en tout cas un bon 8 fois sur 10, on a eu la double dose, l'effet qui se coule. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu ce matin, je regardais encore l'émission de Vincent Gann sur Swissquote, je crois, c'est le matin, puisqu'il fait le mardi sur Cryptost, mais là c'est Swissquote, je crois, et il fait vraiment le côté général, et il disait, en prenant vraiment un baromètre pendant 45 minutes sur plusieurs grands indicateurs macro, il revenait un peu à ce que est le consensus aujourd'hui d'un 50-50 en faveur soit d'une sortie soft landing, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'est en train de pricer le SP500 et ça voudrait dire qu'on ne fait pas un nouveau point bas. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre sur le SP500 pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc en gros, soft landing, exactement comme ce qui est en train de penser le marché et d'aller en ce sens, on ne va pas plus bas et on ne fera pas de nouveaux points bas théoriquement sur le Bitcoin, ou alors hard landing, tous les marchés se sont trompés, l'inflation repart, les taux n'ont toujours pas réussi à endiguer l'inflation, et là on pourra visiter donc des targets même voire plus basses que ce qu'on avait eu en octobre 2022 avec Goldman Sachs et tout ça qui avait un consensus en cas de hard landing autour de 3200 points, donc en gros c'est toute cette box. D'ailleurs j'avais mis un gros cube ici entre 3200 et 3400 points pour le SP500, ce qui ferait que malgré tout, on aurait un point plus bas que le point bas précédent, mais c'est pas non plus le crack de 1929, faut pas déconner. Donc voilà, toute proportion gardée, on ne sait pas si on ne peut pas se prendre un double effet qui se coule, je ne sais pas comment le nommer exactement, en 2023, et c'est pour ça qu'il va falloir se montrer relativement prudent quant à ce que nous, on pourrait envisager sur le marché crypto. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis perso, je suis assez d'accord avec ton analyse. C'est une année d'élection américaine, enfin d'élection de préélection, là, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment ça se passe chez eux, mais une année électorale. Ça vote. Ah, primaire. Voilà, ça, oui, parce que eux, ils sont bizarres, ils votent, et puis le président, il change un an après. C'est le temps de mettre toute la poussière sur le tapis, j'imagine, il doit y en avoir. Donc, au final, ça vote cette année. Les années électorales américaines, en règle générale, sont généralement des bonnes années pour les marchés. C'est ça. Comme dit le chat, c'est midterm. C'est ça. En fait, on renouvelle la Chambre des représentants à mi-mandat aux États-Unis. Voilà, à mi-mandat, exactement. Et donc, en règle générale, ce sont des bonnes années. Je vois pas mal de préoccupations sur l'immobilier américain. Effectivement, ça peut être préoccupant, mais je sais pas si ce sera quelque chose qui peut être. Je sais pas si ça peut toucher après la bulle financière et monétaire. Entre guillemets, j'ai pas l'impression que ce soit pareil que ça avait été avec les subprimes. Donc je sais pas si ce sera aussi violent à regarder, mais effectivement, je vois que c'est une source de questionnement sur Twitter depuis 24-48 heures, et on en parle depuis un certain temps. Mais après, il y a les crédits. Le souci, c'est qu'ils sont en train de mesurer le marché américain au niveau de l'immobilier, notamment de la hausse du prix de l'immobilier par rapport à ce qu'on a connu là maintenant, et notamment cet afflux de liquidités qui, malgré tout, est allé aussi un peu dans l'immobilier, contrairement à 2007-2008, où c'était finalement assez artificiel en soi, puisqu'ils accordaient des prêts à gogo à tout et n'importe qui, et tu pouvais te retrouver à 25 ans, travailler au SMIC et avoir 10 crédits revolving pour 10 baraques différentes. Donc là, quand même, je pense que la situation est un peu différente, et malgré tout, il y en a qui essaient de te le présenter comme si on était même déjà bien plus loin dans la déroute par rapport à 2007-2008, alors qu'à mon sens, pour avoir repris quelques statuts justement que j'ai pas forcément le temps de débunker ou d'aller creuser plus loin immédiatement, ça me paraît assez cocasse, voire présomptueux de comparer 2007-2008 à maintenant,
puisque c'est un peu comme si on disait, le cycle de 2017 des cryptos et le cycle qu'on a connu en 2020-2022. Tu vois bien que ça avait strictement rien à voir. Ça a été complètement différent. Donc voilà. Après, j'espère qu'il n'y a pas. Enfin, tu vois, j'ai vu un graphique tout à l'heure. Je connais pas l'authenticité de ce graphique, mais qui disait qu'il y avait la moitié des crédits qui avaient été octroyés depuis 2020. J'espère qu'il n'y a pas trop de montage, un peu comme la DeFi, tu vois, de loop, j'ai envie de dire, avec des gens qui mettent en collatéral pour ça, c'est beaucoup dans l'immobilier. Hein. Ça se fait beaucoup, locatif. Les effets de levier, ça se fait. C'est un truc. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, entre guillemets jeunes, type TikTok, les gourous de l'immobilier qui vous vendent des formations, qui vous apprennent à prendre un crédit pour prendre un crédit, pour prendre un crédit, pour prendre un crédit, pour prendre un crédit. Et au final, vous avez 10 appartements et vous payez 10 crédits en même temps. Et si un de vos locataires ne paye pas le loyer ou paye le loyer avec un jour de retard, a priori, vous êtes ruiné. Ça, il y en a quand même beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France, parce que l'investissement locatif est beaucoup moins rentable. Et de toute façon, les banques sont un petit peu moins YOLO là-dessus. Mais c'est quand même un marché qui est relativement fragile dans ces tranches-là. Après, est-ce que ça représente la majeure partie des transactions? Heureusement que non. Ouais, non. Donc, à voir si c'est quand même différent, parce que l'histoire des subprimes, c'était quand même des prêts toxiques, ils avaient déguisé, etc. Là, bon. Et après, aussi, Alakazou, dans le chat, nous dit quelque chose qui est très très vrai, et moi j'y crois réellement, c'est que l'immobilier, quand tu fais du levier et que les taux d'intérêt sont très proches de zéro, c'est pas la même mayonnaise que quand les taux d'intérêt ont remonté et que maintenant tu es content de trouver un crédit immobilier à 4,5, 5,5%, voire plus aux États-Unis. Là, les leviers ils sont plus vraiment possibles ou disponibles, quoi. Ouais, et puis ça a d'autres effets, c'est que le fait que c'est effectivement moins intéressant pour des investisseurs. Alors je te parle pas des emprunteurs qui ont des taux variables, qui voient leur taux augmenter, ça c'est aussi quelque chose qui peut les amener dans le dur. Mais en même temps, avec l'inflation, tout ça, ça peut aussi, comme tu l'as dit, amener des gens à pas payer leur loyer, etc. Ça peut être une bulle effectivement qui peut être à mettre. Peut-être que ça pue aussi, c'est possible. Étant full crypto et pas trop dans l'immobilier, j'ai envie de dire que je me sens moins concerné, mais je pense que la dernière fois en 2008, ça avait quand même fait des vagues jusqu'en Europe, et on peut espérer que ce soit pas le cas cette fois-ci, même si on est rarement épargné. Moi, vous me connaissez, hein, et je sais que ça va pas plaire à certains parce que il y en a qui nous écoutent qui sont dans le milieu, et de toute façon, je vous respecte et vous êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il crève ce putain de Ponzi immobilier. Ça n'a pas de sens que les gens qui sortent d'études aujourd'hui, qui ont un boulot, qui arrivent à la trentaine, qui trouvent quelqu'un dans leur vie et qui font partie de la classe moyenne, n'arrivent pas à être propriétaires. Parce que on est dans un système de Ponzi où il faudrait que les boomers fassent x3 et que chaque génération fasse x3 sur son bien immobilier. Au bout d'un moment, les gars, c'est des logements, hein. C'est fait pour dormir dedans. Franchement, c'est pas un marché qui m'intéresse du tout. Et même philosophiquement, il y a d'autres manières de gagner de la thune dans le monde. T'es pas un super Phoenix Airbnb, toi? Ah non, voilà, Airbnb super. Enfin bref, c'est mon opinion personnelle. Je suis pas contre la spéculation, sinon je serais pas en train de faire cette émission. Je suis pas contre l'investissement, je suis pas contre la finance, je suis pas contre les marchés, mais il y a plein de manières de gagner de l'argent. Arrêtez de nous faire chier et rendez-nous nos centres-villes où plus personne ne vit maintenant, notamment à Lisbonne, parce que tout est un Airbnb, quoi. À Paris, il y a eu 100 000 habitants en moins, je crois, l'année dernière. Donc, effectivement, loger une famille de 2-3 enfants dans Paris, c'est râpé, quoi, maintenant. Donc, ouais. Après, c'est l'offre et la demande et c'est le marché. On n'est pas là pour dire qu'on vive tous dans. Après, on parle toujours de nous, on est des citadins. Hein. Voilà. Et il y en a qui personne nous force à vivre à Paris. Voilà, personne nous force à vivre à Paris, etc. Oui. Donc, faites-vous votre propre opinion. C'est un sujet qui est pas forcément sensible pour moi, mais ça me saoule un peu. Ouais. Donc, par rapport au marché américain, du coup, se méfier du retour de bâton si jamais le marché a pricé quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné avec le réel.
Et comme le disait Ardéchir dans le chat, de consulter la dernière vidéo de Vincent Gagne, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment excellente. Ça fait 3/4 d'heure, mais en x2, ça passe relativement vite et ça permet d'avoir un bon baromètre de tout ce qui est en train de se passer. Le Bitcoin lui-même, donc, qui est bloqué désormais, globalement entre 20 000 et 25 000, je pense. Les 25 000 que j'avais peut-être un peu sous-estimé avec le Death Cross qui est arrivé pour la première fois, hein, la moyenne mobile 50 qui appuie, on le voit ici, sur le cours littéralement. Ça fait un bouchon qu'on ne passera pas si facilement. Donc entre 20 et 21 000, ça serait juste parfait. On a désormais la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui est autour de 20 000. Donc je n'aimerais bien évidemment pas voir le Bitcoin reperdre les 20 000. Sinon, ça veut dire à nouveau qu'on prend la potentielle voie à se faire repousser sous toutes ces moyennes mobiles. Et personnellement, c'est ce qui me rendrait un peu plus pessimiste si c'était ce déroulement de marché qui venait à arriver, et notamment avant l'été. Puisque moi, j'ai plutôt une image où soit maintenant au printemps, on fait quelque chose et on appuie un peu sur l'accélérateur. Et là, à court moyen terme, sur ce mois de mars, c'est clairement le CPI, je pense, qui va donner le ton en fonction autour du 15 au 22-24 mars, d'ici une quinzaine de jours, quand tous les chiffres vont tomber aux États-Unis. Si jamais on a une inflation qui rebondit, on n'est vraiment pas bien et la déclaration de la Fed derrière sera pas bonne et multimarché, on va se faire voilà. Et si jamais par contre on est dans le consensus, jusqu'à présent, quand on est dans les clous, ça a tendance à profiter par la suite, que ça soit au marché US ou au crypto, puisque ça rassure, ça apaise un minimum, en espérant qu'on n'ait pas des marchés finalement qui se montent aussi un peu à eux-mêmes. C'est la seule inquiétude pour 2023. Après, comme vous dites souvent hein, dans le chat, on se fait pas mal de nœuds au cerveau, mais ceux qui appliquent leur DCA sont contents de pouvoir recharger plus longtemps à des prix tout à fait convenables, entre guillemets, tout en ayant cette incertitude de quoi demain sera fait. Mais voilà, ça permet de lever la proximité du temps finalement de DCA et de se dire je me projette sur 2-3 ans révolus. Clairement. Et l'orange, ça peut durer longtemps. Hein. Si tu veux faire un zoom sur l'année 2018, fin 2018, début 2019, où ça a pas mal rangé, ça peut durer un moment. Quoi. Ouais. Si on prend en considération quand on est rentré en bear market décembre 2017 et quand on en est sorti en franchissant les 20 000, novembre 2020, on est sur 3 ans. Donc, ça peut durer un moment, comme tu dis. Et ça marche, et ça tape sur les nerfs. Hein. On a déjà fait 1 an, les amis. Et je pense qu'il n'en reste pas 2. Je pense que le pire est derrière. Mais et maintenant, l'inconnu, c'est à combien de temps ça dure la machine à laver. Ouais, il y a un truc aussi qu'on a dit, mais à chaque fois, je trouve qu'on est un petit peu rapide, on est un peu précoce, j'ai envie de dire à chaque fois, sur les phases. Mais on a parlé pas mal de la phase d'ennui. Et en fait, la phase d'ennui, peut-être qu'on la commence, tu vois, tout simplement, comme on avait pu la vivre un peu en 2020, par exemple. Tu vois, si tu regardes, il y avait eu une petite excitation en 2019, et puis après, tu vois, une fois que l'excitation était passée à partir de août 2019 jusqu'à, je sais pas, moi, je dirais presque décembre 2021, on s'arrangeait. C'est à part le crack Covid qui est un artefact, mais voilà, on était un peu dans l'ennui. Et je me demande si on rentre pas doucement, tu vois, dans cette phase d'ennui. Voilà. Donc c'est possible qu'on range un petit peu. Bon, en tout cas, je vois sur ton graphique au niveau du volume profile, il y a quand même plus de facilité à aller chercher la hausse que la baisse. Donc je resterai quand même un petit peu optimiste parce que il faut pas grand chose pour que ça parte, et je pense que si ça part, il y a plus d'argent à faire à mon avis pour les gens si ça part à la hausse, quoi. Il y a 2 scénarios pour moi. Tu as le scénario optimiste qui
qui pensent que Shanghai et quelques mois après sur Ethereum vont enclencher un nouveau cycle avec beaucoup plus d'Ethers qui sont stakés et du coup un Ether qui est moins liquide, ce qui a un peu un effet qui va énerver un petit peu les marchés. Un autre scénario qui est plus conservateur, c'est qu'il faudra attendre le halving de Bitcoin, le prochain, pour déclencher un nouveau cycle et là ça nous renvoie en 2024. Donc soit c'est dans les 6 prochains mois, soit il nous faut 1 an de plus. Pour moi, c'est les 2 scénarios les plus probables. Bien sûr, il est impossible, on ne fait pas dans la cartomancie, peut y avoir des événements externes qui auront des effets très positifs ou très négatifs sur les marchés, mais ça, comment le prévoir? Et c'est tout à fait les 25 000 sur Bitcoin qui seront, une fois le franchissement acté, on l'a vu au niveau des maps de liquidité et tout ça, c'est quasiment téléporté jusqu'à 28 à 30 000 pour vraiment prendre tout ce bloc d'un seul coup. Donc les 25 000 qui sautent avec volume et avec envie, c'est des short squeeze à gogo et énormément de liquidité qui est capturée en une seule fois. Pour rejoindre ce que tu disais, Marc, on a une compression assez phénoménale sur Ether. Ether qui finalement, depuis son point bas, a récupéré un modeste x2. Alors c'est sûr que Bitcoin n'a fait que 60% lorsque Ether a fait une bonne centaine de pourcents et d'autres plusieurs centaines de pourcents quand on regarde les alts. Mais malgré tout, je pense que le fondamental en est là pour le court terme, c'est-à-dire qu'on est dans cet attentisme de Shanghai et dans l'attente de voir comment va réagir le marché, puisque c'est aussi peut-être dans cette phase d'observation que les institutions sont en train de se dire nous, on n'est pas pressé ni à 15 jours ni à 1 mois, on n'est pas pressé de payer à 1005 même s'il nous faut le payer plus tard à 2000. Tout ce qu'on veut voir, c'est que tout est carré, le comportement des autres acteurs du marché, et voilà, d'être rassuré en quelque sorte. Et c'est pour ça que la fin de l'été 2023 est un bon candidat pour lancer une sortie de cette compression, puisqu'on aura quelques mois après Shanghai. Donc, moi, je pense que immédiatement sur Shanghai, est-ce que ce sera Sell the News ou pas, ce sera très probablement un non-événement. Mais en fait, il faut quelques semaines, quelques mois pour laisser le temps des gens qui veulent sortir de sortir, laisser le temps aux gens qui veulent staker, puisqu'on ne peut pas staker et unstaker sur Ethereum de manière immédiate. Il y a en fait un nombre d'Ethers maximum qui peuvent sortir du staking et entrer dans le staking par jour. Je pense que ça prendra quelques semaines, voire quelques mois à ce que les choses s'équilibrent et qu'on arrive à une certaine stabilité et après une croissance lente du nombre d'Ethers stakés au fil du temps. Et peut-être la fin de l'été, ce sera un bon moment, ou le début de l'été, ça dépendra de la réactivité des marchés, ce sera un bon moment pour sortir et résoudre, soit au nord, soit au sud, cette situation. Mais clairement, le chart Ethereum, il a envie d'aller dans une direction, et fortement. Et d'ailleurs, il va vers le nord, en règle générale. Ouais, d'ailleurs, généralement, d'un point de vue chartiste, peut-être, mais bon, on verra. J'en profite qu'on est sur Ether pour rappeler, puisque la dernière fois, c'est une discussion qu'on avait eue tous les deux, je crois, Marc, par rapport au rendement du stake, puisque c'était pas très clair, même pour moi, du rendement qu'on aura en fonction, par exemple, si on avait du jour au lendemain un x2 déposé sur le contrat de staking, quel va être l'impact, on va dire, immédiat par rapport au rendement et notamment par rapport aux fees qu'il y a derrière de réseau et le burn et enfin tout ce qu'il y a autour pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est pas clair du tout. Et tout le monde dit tout et son contraire, alors que les informations, elles sont publiques. C'est aller sur ethereum.org, il y a une rubrique staking, et je crois que le site est même traduit en français. Donc, c'est comme quoi sur les réseaux sociaux, les gens vont pas chercher très loin. Sur le staking, si demain, aujourd'hui, il y a environ 18 millions d'Ethers stakés, on va dire 20 millions pour simplifier les choses, et le rendement est un petit peu en dessous de 5%, donc on va dire 5% pour simplifier les choses. Si demain, du jour au lendemain, après Shanghai, on passe à 40 millions d'Ethers stakés, donc on double le nombre d'Ethers stakés, le rendement ne sera pas divisé par 2. On ne passera pas à 2,5% de rendement. Pourquoi ? Parce qu'on gagne plusieurs choses quand on stake. La première chose, c'est forcément trouver des blocs. Et là, il n'y a pas de secret, s'il y a 2 fois plus de gens qui stake, 2 fois plus de nœuds validateurs, la chance de trouver un bloc
par nœud validateur qu'on a, elle est divisée par 2. Ça c'est mathématique, les amis. S'il y a 2 fois plus de monde autour de la table, la chance d'attraper un bloc, elle est 2 fois plus faible. Donc, ce revenu-là, en moyenne, mathématiquement, il sera divisé par 2. Ça, c'est sûr. Mais ce revenu-là, il représente environ 1 à 2% du revenu d'un nœud validateur aujourd'hui. Le reste du revenu, c'est qu'à chaque bloc, en tout cas à chaque époque, toutes les 6,5 minutes, pas à chaque bloc, mais à chaque paquet de blocs, toutes les 6,5 minutes en moyenne, votre nœud validateur va vérifier, c'est-à-dire vérifier le travail des autres et vérifier que tout est correct. On appelle ça une attestation. Et ça, à chaque époque, vous allez toucher un revenu, l'attestation reward, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. En fait, tant que votre nœud est actif et fait son travail de vérification, vous allez toucher ce revenu. Pareil, vous pouvez faire partie des 5 comités. C'est très rare d'y participer, mais vous êtes rémunéré pour le faire. Vous pouvez faire des agrégations. Donc, il y a plein de petits boulots que tous les nœuds font. Et ça, en fait, c'est rémunéré quoi qu'il arrive. Alors, le revenu de ça ne double pas s'il y a 2 fois plus de nœuds validateurs, mais ce n'est pas non plus un revenu fixe qui est divisé par tout le monde. Donc, il faudrait s'attendre. Je n'ai pas le chiffre précis et je vous donne des approximations, mais il faudrait s'attendre que le revenu qui n'est pas lié au bloc passe de 4% à environ 2,5%, 3% si le nombre d'Ethers disponibles double. Et bien sûr, s'il y a plus d'Ethers qui sont créés pour payer ces nouveaux validateurs, il faut bien que ces Ethers viennent de quelque part. Et ils viennent de la création monétaire. En fait, Ethereum est déflationniste, certes, mais déflationniste en tant que solde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des transactions sur Ethereum, il y a une partie de ces transactions, depuis l'EIP 1559, qui sont brûlées. Ces Ethers sont consommés et sont retirés de la masse monétaire d'Ethereum. Mais à chaque fois qu'un bloc est créé, il y a des Ethers qui sont créés et qui n'existaient pas avant. Et en fait, ce qu'on appelle le burn, ultrasound money, c'est le ratio ou le solde entre les Ethers qui sont brûlés à chaque transaction, par chaque bloc, et les Ethers qui sont créés. Du coup, s'il y a 2 fois plus d'Ethers qui sont créés, il faudra naturellement que l'activité sur la blockchain soit suffisante pour compenser cette nouvelle création monétaire. Et donc, il faudra que le prix moyen du gaz sur Ethereum augmente ou soit au niveau, soit à des niveaux suffisants pour que Ethereum reste déflationniste. Donc, il peut y avoir un scénario où dans le futur, il y a 2 fois plus d'Ethers qui sont stakés, mais du coup, tiens, vu que tu partages la page, tu as un petit simulateur un petit peu plus bas où tu peux mettre le prix du gaz, etc. Et vous pouvez aller jouer sur ce site, ultrasound.money, et jouer un petit peu avec les paramètres, voir combien il y a d'Ethers qui sont stakés, quel est le prix du gaz, etc. pour vous dire un petit peu et vous donner une idée de comment ça joue sur l'inflation ou pas par rapport aux projections. Et du coup, si l'activité est forte et en plus le nombre d'Ethers stakés est fort, on peut conserver un burn. Sinon, il pourrait y avoir des périodes où Ethereum redevient légèrement inflationniste pour compenser ces nouveaux stakers. Et c'est assez intéressant de voir comment Ethereum est en fait devenu une machine relativement complexe mais bien huilée qui s'auto-ajuste en permanence et laisse de l'inflation quand c'est nécessaire pour rémunérer les stakers ou retire cette inflation comme par rapport à chaque fois, et c'est le point le plus important, à une activité économique réelle. C'est-à-dire, si personne fait de transaction sur Ethereum, Ethereum sera inflationniste. Je cherchais des graphes, là, je trouve que des graphes qui s'arrêtent à 10 millions d'Ethers stackés. Je crois qu'à l'époque, ils n'étaient pas très optimistes. Non, si tu... Non, mais des projections pour le pourcentage, justement. J'essaie de trouver justement une courbe, tu vois, qui puisse nous dire, mais il y a beaucoup de courbes qui s'arrêtent à 10 millions. Peut-être j'en ai trouvé une. Ouais, mais c'est pas du tout, on peut pas du tout lire. Parce que moi, j'avais en tête, je voulais juste vérifier, mais que on était aux alentours de 3%, je crois, pour le... C'est à peu près ça, si on double... C'est un peu plus que 3%, puisque tu as quand même les revenus du staking, des blocs. Donc, tu seras aux alentours. En gros, si on double le nombre d'Ethers stakés, on passe de aujourd'hui 5 à 6% à plutôt 4 ou 5%. Donc, on perd entre 1 et 2% selon les scénarios. Ça dépend aussi des frais de transaction. Si les frais de transaction augmentent, elles peuvent compenser cette perte dans les attestation rewards. Mais
Ce sera à voir. Et en fait, tout ça se calcule, tout ça se simule. Et il y a plein de scénarios qui sont possibles et c'est relativement intéressant, quoi. Bon, l'idée, c'est quand même que je vous rappelle qu'il y a de ça quelques années, vous étiez tous en folie avec vos 3% sur votre assurance vie en euros. Ouais. Et là, c'est payé en Ether, les amis, hein. Et là, Parce c'est que payé en Ether, en plus, c'est vrai. moi, et je fais souvent le test quand je suis en meet-up, de demander aux gens, est-ce que vous préférez, si vous déposez de l'argent quelque part et vous ne pouvez pas le toucher pendant 10 ans, quoi qu'il arrive, est-ce que vous préférez être payé 10% par an en euros ou 3% par an en Ether? Et moi, je choisis les 3% par an en Ether. 10% par an en euros, c'est pas mal quand même. Après, l'inflation va peut-être pas durer, rester à 10% tous les ans pendant 10 ans, si. Ouais, mais je pense que le prix de l'Ether, sera Ouais, supérieur va à performer ça, oui, ça c'est bien possible. sur une Et dizaine le prix d'années. du pain aussi. Et le prix du pain, ça c'est sûr. Mais après, bon, c'est mal formulé, hein, c'est normalement Oui, je le non, mais je formule vois ce que mieux, tu mais veux dire. voilà. D'un autre côté, tu proposes un 10% sur un stablecoin, sur un stable shitcoin, et de l'autre côté, un 3% sur un actif qui est censé s'apprécier et qui au final correspondrait pas forcément à un 3% en termes de valeur si on le ramène au dollar ou à l'euro, mais à beaucoup Ouais. plus. Et les gens demandent et disent dans le chat à raison, si le coût des frais de transaction double, comment on va faire pour utiliser Ethereum? Les amis, vous avez Arbitrum, vous avez Optimism, vous avez zkEVM à la fin du mois, vous aurez Starknet, vous aurez zkSync, vous aurez Scroll. Le futur, c'est les Layer 2, hein, les amis. Qu'est-ce que vous foutez encore sur Ethereum? Barrez-vous. Il est temps d'utiliser Polygon et les autres, hein. Ouais. C'est Ouais, pas ça, fait pour vous, hein. Enfin, si vous êtes multimillionnaire, et je vous le souhaite, et félicitations si c'est votre cas, bah, qu'est-ce que vous plaignez de payer 20 balles de frais de transaction à utiliser le réseau pour bouger vos millions? Par contre, si vous n'êtes pas millionnaire, bah, allez sur Polygon, allez sur Arbitrum, allez sur Optimism, vous y trouverez les mêmes choses, voire mieux parfois, dans certains cas, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. C'est fait pour, hein. C'est comme ça, hein. C'est les Layer 2, c'est le réseau d'utilisation. Les Layer 1, c'est le réseau de settlement, c'est la chambre de compensation. Ouais, et c'est ce qui va faire que justement, ça va être beaucoup plus simple de passer 10 000 transactions en une seule sur Ethereum, alors qu'il y en aurait eu 10 000 sur le Layer 2. C'est vraiment l'idée. Et c'est aussi ce qui fait penser que je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'on parle beaucoup d'Ethereum, et qui aimeraient bien qu'on parle d'autres L1 Il y a d'autres L1? Non. type Cosmos, type Elrond, type, je sais pas moi, Cardano, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est que il y a des fois, à mon avis, pas forcément besoin. Ça va être très compliqué aujourd'hui d'avoir des L1 qui soient vraiment décentralisés de la façon dont l'est Ethereum. De par la façon d'investir dans ce genre de projet. Comment est-ce que les gens investissent, les VC, les grands groupes investissent sur ces projets-là. Et donc peut-être que des fois il n'y a pas besoin non plus de reproduire quelque chose qui marche et qui sert entre guillemets et en plus qui appartient au plus grand nombre. Donc ça va vraiment limiter à mon avis tous ceux qui sont encore dans la thèse des L1. Le prochain bull run pour moi ne sera pas le narratif ne sera pas sur les L1 comme on a pu l'avoir. On est déjà passé à autre chose. En fait, Solana a un peu tué le game des L1. Je pense que ça a été le fossoyeur des VC chain, les blockchains à investisseurs. Après, vous pouvez vous accrocher à vos rêves si vous voulez. Et puis, heureusement que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais Ethereum a gagné la guerre des Layer 1. Il y a 3 exceptions à ça. Bitcoin, qui restera toujours Bitcoin, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, etc. Il y aura toujours un bloc dans à peu près 10 minutes. Deuxième exception, c'est Binance Chain, pour moi. Et pourtant, vous savez que je suis pas hyper fan de ce qui se passe sur Binance, des côtés centralisés. Mais c'est clairement un réseau qui a réussi à trouver des utilisateurs et un use case. La troisième exception, elle est nouvelle et pour moi, c'est un pari un peu sur l'avenir. C'est Base de Coinbase, leur nouveau layer 2, qui est pas vraiment un layer 1 du coup, et qui pour moi va être un énorme réseau en termes d'adoption puisque Coinbase, ils ont Circle, ils ont l'USDC, ils reprennent la technologie d'Optimism.
et c'est pour moi les exceptions, quoi. Tiens, d'ailleurs, Marc, je t'ai vu tweeter là-dessus il y a 2-3 jours et je vais pas te mentir que j'ai pas suivi toute la discussion. Alors, j'ai pas tout compris, mais tu as parlé justement de tokenomics par rapport justement à Base et au fait qu'il n'est pas de token. Est-ce que tu pourrais rapidement nous raconter ce que tu sous-entendais par là de l'économie d'un layer 2 grâce à un token ou pas? Bah, aujourd'hui, c'est un peu, les anglo-saxons disent que c'est l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire bah, le sujet qui est visible par tout le monde, mais dont personne ne veut parler, c'est que aujourd'hui, tous les layers 2 sont centralisés. C'est-à-dire comment ça marche un layer 2, c'est que vous faites des transactions dans votre coin, c'est super sympa. Et le principe d'un layer 2, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre toutes les transactions qui traînent dans le coin, en faire un gros sac et notariser ce gros sac en une seule grande transaction sur le layer 1. Et ça s'appelle un sequencer, si vous êtes, ou alors un prover, ou il y a différents noms selon les différentes technologies de layer 2 qui existent. Mais qui fait ce rôle aujourd'hui? Ce rôle, c'est généralement des acteurs qui sont centralisés et ce rôle n'est pas ouvert à tous. Et il est complètement contrôlé par une entité. La seule manière de décentraliser ce processus-là, bah, il n'y en a pas 36, hein, c'est de faire un token. Et une fois que tu as un token, bah, tu peux ouvrir les portes du séquençage, de la notarisation. Pourquoi les gens s'embêteraient à faire tourner des nœuds qui demanderaient beaucoup de puissance par rapport au layer 1, puisque les layers 2 ont besoin de plus de scalabilité, et ben, il faudra, c'est que en fait, le coût, les frais de transaction qui sont payés par les utilisateurs sont supérieurs au coût de notariser ces transactions en une grande transaction. Donc, il y a déjà un profit de ce côté-là. Et deuxième chose, quand on crée un bloc là-dessus, on peut faire ce qu'on appelle du MEV. Donc des profits sur l'agencement et l'ordre de ces transactions dans la manière dont elles s'exécutent. Donc, c'est un énorme marché et surtout, bah, ça donnerait de la valeur à ces tokens de layer 2, puisque certains n'en ont pas aujourd'hui, d'autres en ont, mais c'est un token de gouvernance, c'est-à-dire c'est comme un maillot de foot, c'est pour dire je soutiens tel projet ou tel projet. Et surtout, bah, les gars, ils travaillent pas pour rien. Ils ont levé de l'argent auprès des investisseurs. Vous pensez que c'est des œuvres de charité. Donc forcément, il y aura une monétisation à un moment ou pas de ces layers 2. Donc un token, c'est l'une des meilleures manières de faire. Donc au final, toi tu défends une thèse où, si je comprends bien, donc au niveau des L2, on a quand même quelque chose qui va être quand même central en termes de valorisation, bah, ce sera le token de L2. Donc peut-être que ça peut être une piste pour le prochain bull run sur bah, une certaine narrative de dire que bah, on a eu les tokens de L1 là, sur le bull run d'avant et on soit plus le token de L2 sur le bull run d'après. Alors on n'en sait rien, hein, mais c'est une supposition. Moi, Et c'était ma thèse, c'est-à-dire la guerre des layers 1 s'est pliée aujourd'hui, et ça fait plus de 6 mois qu'a commencé la guerre des layers 2. Et aujourd'hui, dans cette guerre des layers 2, il y a 2 tokens que vous pouvez acheter directement, c'est-à-dire Optimism et Polygon. Mais ma thèse, c'est qu'il y aura d'autres tokens. Et si vous êtes un VC, vous avez déjà participé à cette guerre, puisque Starkware a levé de l'argent et tous les autres ont levé de l'argent également, quoi. Et donc, le deuxième effet qui se coule de ça, c'est que le layer 2, donc, dont on parle, ayant pour layer de settlement Ethereum et devant payer ses transactions en Ether pour pouvoir utiliser Ethereum, bah, c'est aussi bullish pour Ethereum. Exactement. En fait, tout le monde y gagne dans le fait qu'il y ait des tokens, une décentralisation des séquenceurs, parce que ça crée une économie, ça permet de générer un revenu aussi, qui est pour ces séquenceurs du layer 2, donc il y a vraiment une activité économique réelle. Ça participe à la sécurisation du layer 1, puisque en fait les frais de transaction sont payés en Ether et la notarisation se fait en Ether. Il n'y a pas besoin de payer ces transactions en Hope token ou en Matic token quand on est dans un layer 2 pour justifier une économie réelle et une valeur quand même réelle du token. Et mais au final,
enfin, pas grand monde y perd. Et surtout, en termes de décentralisation et dans un cadre où la régulation, elle devient un petit peu compliquée, je pense qu'il y a beaucoup de ces fondations de Layer 2 qui ont qu'une hâte, c'est de décentraliser ce truc-là et de dire, bon, bah, les gars, nous, on a fait du code open source, les tokens ont été distribués par un airdrop ou par X ou Y manière. Et maintenant, YOLO, nous, on ne peut plus arrêter la machine. Et on est parfaitement décentralisé. Ouais, effectivement. Et un airdrop, ça fait du sens. C'est pour ça, c'est un peu l'arlésienne, mais pour moi, ça n'aurait aucun sens que Arbitrum ne fasse pas un airdrop, quoi. C'est comment tu veux qu'ils distribuent leurs tokens s'il y en a un. Ouais, non, bien sûr. Ça reste ils nous ont un peu, ils avaient lancé leur Odyssée, mais a priori, je pense que techniquement, ils ont vu qu'il y avait trop d'intérêt et que ça allait les faire bugger. Clairement, ils attendent des conditions de marché favorables aussi. C'est-à-dire, mais après, tu vois, faut pas se leurrer, quoi. Faut pas être naïf. C'est qu'aujourd'hui, tu fais un airdrop, tout le monde te le donne dans la gueule. Or, si ton objectif, c'est que tu aies un nombre d'holders très élevé pour permettre de justifier que tu es réellement décentralisé et que tu aies des gens qui ça intéresse et qui commencent à staker et faire tourner des séquenteurs décentralisés, vaut mieux distribuer pendant une phase de marché plutôt ascendante, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est sympa. Moi, je parlais avec un pote qui prépare un jeu et qui me disait qu'il avait vu sur Arbitrum Nitro et que c'était vraiment sympa pour les jeux. Les transactions étaient hyper rapides et c'était vraiment, elles coûtaient rien pour le coup. C'était vraiment quasi gratuit. Et ça pousse encore vers un narratif de blockchain qui vont être utilisés pour comment dire, des use cases précis. Et là, en l'occurrence, pour des jeux où il y a besoin de plein de transactions, etc., plein d'interactions, bah, ce genre de blockchain, ça a clairement comment dire, de l'avenir, hein, puisque on va avoir besoin, tous les jeux comme ça qui seront blockchainisés, il va y avoir besoin de ces micro-transactions. Il faudra pas que ça coûte, faudra que ça coûte rien, quoi. Faudra que ça coûte rien, et c'est pour ça que je pense que Daze a une carte maîtresse dans la guerre des Layer 2, et je pense que ça va être le prochain cycle équivalent de BSC. Et s'ils sont aussi intelligents qu'ils peuvent l'être, en fait, ils ont toutes les cartes en main pour que ce soit assez violent là-dessus. Je réponds juste rapidement. C'est vrai, c'est Spooky 1313 qui dit Arbitrum Nova. C'est pas Nitro, c'est Arbitrum Nova. Nova, et c'était 1, 2, 3, Syntex qui dit comment passer ces stacks AV de la V2 à la V3, il n'y a rien à faire. Si vous êtes dans le safety module, c'est le même et vous n'avez pas à migrer. Si vous avez reçu un mail, si vous avez reçu un message sur Telegram qui vous dit il faut migrer vos stacks AV à la V3, vous êtes en train de vous faire arnaquer, ne faites pas cette transaction. Et si vous faites cette transaction, venez pas pleurer dans mes DM, c'est a priori, je viens de vous prévenir. Donc, tu as déjà lancé en plus la IP de sauvetage des tokens. Donc, je vais pas la refaire toutes les 5 minutes. Soyez responsables, les amis. Et pourquoi Base est clairement entrant à une carte maîtresse, c'est que eux, ils ont USDC Circle. Donc, Circle et Coinbase et Centre, ce ne sont pas les mêmes entreprises, mais ce sont des entreprises ça. C'est-à-dire, il y a les mêmes, c'est très très proche les uns des autres. Et en fait, ils ont la capacité de créer un réel écosystème qui, pour moi, a un intérêt vraiment important. Et c'est la même chose qu'a réussi à créer Binance dans le cycle précédent. C'est-à-dire qu'ils ont le stablecoin, l'USDC, qui est le stablecoin le plus trusté de l'écosystème. Ils ont l'échangeur centralisé, Coinbase, qui est l'échangeur qui est le seul échangeur aux États-Unis qui est coté en bourse. Donc, il y a vraiment la confiance des investisseurs. Et ils ont réussi à ramener toute la DeFi. Parce que on va pas se leurrer, les gens vont voter. AV est décentralisé, donc aujourd'hui, je ne peux pas dire AV sera sur Base, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur la vision de la gouvernance là-dessus. Après, bon, c'est la démocratie. Si les gens disent non, ce sera non. Ça, c'est clair. Mais c'est très probable qu'on ait toutes les applications que vous avez aujourd'hui, elles seront sur Base aussi. Donc, pour faire du on-ramp et du off-ramp, il n'y a aucun souci, puisque vous êtes connecté directement au service de Coinbase. Et en plus, ils ont le Coinbase Wallet. Donc, je pense qu'ils vont tout miser là-dessus et vous faire une expérience sur le Coinbase Wallet
où vous allez avoir, si vous voulez utiliser AV, vous avez AV, si vous voulez utiliser Uniswap, vous avez Uniswap, vous aurez Curve, vous aurez tout. Et si vous voulez passer en dollars ou en USDC et inversement, vous le ferez en une transaction et ça vous coûtera moins d'un centime. Et je pense même qu'ils ont la capacité, j'ai vu un trade qui l'a dit sur Twitter et je pense qu'ils ne le feront pas tout de suite, mais qu'ils sont capables de le faire, de faire 0 frais de transaction. Alors, pourquoi ils feraient 0 frais de transaction? Parce que le séquenceur, c'est eux. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'être décentralisés puisque c'est une entreprise qui est régulée. Donc, a priori, ils n'ont pas forcément... Je sais qu'ils disent qu'ils veulent être décentralisés, mais moi, je ne les crois pas. Je pense que c'est juste du marketing. Je pense qu'ils ne veulent pas être décentralisés parce que pour des raisons de compliance, c'est mieux pour eux qu'ils aient un contrôle absolu sur les transactions. Et clairement, on est sur quelque chose de centralisé. Si vous voulez chercher l'expérience Ethereum, Polygon, Arbitrum, vous ne l'aurez pas chez Base, mais c'est pas ce que les gens viennent chercher là-dessus, comme à l'époque, c'est pas ce que les gens venaient chercher sur la BSC. Et vous aurez un truc qui est quasiment instantané, quasiment gratuit, voire gratuit. Et ce qui peut financer ça, c'est que l'USDC, ça rapporte de l'argent. Puisque aujourd'hui, les taux d'intérêt sur les titres obligataires, c'est ce qui back l'USDC, c'est-à-dire il y a des dollars derrière, mais en fait, ils achètent des obligations à court terme ou des commercial papers à court terme. Elles rapportent entre 4,5 et 5,5%. Il y a 50 milliards d'USDC. Donc, je vous laisse faire le calcul là-dessus. Si Base, en tant que réseau, est un énorme succès et devient de facto le moyen de paiement de tout le monde sur Coinbase Wallet pour acheter quelque chose en crypto directement en USDC, si ça devient 100 milliards, 200 milliards, 250 milliards, vous faites ça à 4,5, 5,5%. Ils n'ont même pas besoin de faire les crevards et vous demander des frais de transaction, en fait. C'est eux, plus il y a d'USDC, plus ils gagnent de thunes. Après, on verra quand le... Et donc, s'ils sont pas décentralisés, ils n'ont pas de token. Et s'ils n'ont pas de token... ici, ils ont un token. Ça s'appelle l'action Coin. L'action. Non, mais c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est que s'ils n'ont pas de token, au final, leur token, c'est leur action. Et après, je serais curieux de voir le modèle économique qu'ils peuvent imaginer, tu vois, même avec des apps comme AAV, machin. Il y a bien un moment où il va falloir prendre des frais quelque part, tu vois, pour. Mais il n'y a pas besoin. Non, ils en ont pas besoin pour les transactions, mais tu vois ce que je veux dire. Tu fournis une infrastructure. À quel moment, en fait, tu prends ta part du gâteau là-dessus? Mais ils prennent leur part du gâteau parce que soit ils font les transactions. Ben oui, puisque l'adoption, en fait, ils arrivent à créer un écosystème. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour plein de gens, un téléphone, un ordinateur, c'est Apple. Et du coup, ils ont un Apple Store, ils ont un MacBook, ils ont un iPhone, ils ont des AirPods Pro dans les oreilles, etc. Et en fait, c'est parce qu'ils ont créé un écosystème. Et je pense que Base a la capacité pour le prochain cycle de créer un écosystème crypto qui est en fait un wall garden, donc une cage dorée, je crois qu'on dit en français, qui est vachement agréable, qui est pas décentralisé, qui est pas open source, qui est pas dans la liberté et forcément dans la vision de la DeFi. Je suis pas en train de vous dire que ça me plaît. Je suis en train de vous dire que ça a du potentiel de marché de ouf et qui peut attirer des millions de personnes qui en fait s'en foutent. En fait, eux, il y a plein de gens qui n'ont rien à faire de la décentralisation, qui veulent juste utiliser la crypto parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie de spéculer, parce qu'ils ont envie d'avoir des produits d'épargne et d'accéder aux produits DeFi. Et même si on est sur une blockchain, en tout cas un réseau, un layer 2 qui est centralisé, ils auront accès à des applications qui sont permissionless et qui auront un intérêt pour eux. Et je pense qu'on sous-estime le succès potentiel que ce genre de truc peut avoir. Et en fait, quand les gens penseront « je t'envoie des stablecoins », ils ne diront pas « je t'envoie des stablecoins », ils diront « je t'envoie des USDC ». Et ce qu'ils comprendront en sous-jacent, c'est « je t'envoie des USDC sur un Coinbase Wallet depuis le réseau Base ». Et les gens ne sauront même pas que Ethereum existe, quoi. Ne sauront même pas que les autres réseaux existent. Pour eux, ce sera naturel, ce sera USDC, Coinbase, Wallet, réseau Base. Et pourquoi j'irais payer 5 € pour faire une transaction? T'es fou, quoi. Il y a la dimension aussi, comme l'ont déclaré encore aujourd'hui la Kraken, je crois que c'était le directeur financier, si je dis pas de bêtises, ou un truc du genre, qui sont plus très loin de devenir leur propre banque. Donc si Kraken déclare ça publiquement, après peut-être que c'est un peu un pied de nez aussi à la SEC, mais ça voudrait dire que Coinbase, vu les mastodontes qu'il y a derrière,
ils sont déjà en lice pour devenir, de part et d'autre, les premières crypto-bourses à devenir des crypto-banques. Et ça va tout changer. Et clairement, et je vous rappelle, c'est coté en bourse, c'est régulé, Coinbase. Moi, je pense que si les États-Unis, en tant que gouvernement, sont intelligents, donc déjà, c'est beaucoup leur demander, hein, mais une fois qu'il y a cette cage dorée qui est régulée, ou en plus, c'est génial, s'il y a quelqu'un qu'on considère méchant, on peut lui bloquer ses fonds immédiatement, et vous inquiétez pas que Coinbase, si les gouvernements américains ne vous aiment pas, ils n'hésiteront pas à 2 fois à vous bloquer votre argent, hein, clairement. On parle pas du tout du même écosystème qu'on vit aujourd'hui. C'est un peu une version dystopique, mais en même temps, c'est comme ça fait partie du monde. L'USDC, ils ont un truc qui est tout prêt, tout cuit dans le bec pour faire leur monnaie numérique de banque centrale, la CDBC. J'essaie de regarder un peu le graphe parce que ça me rappelait un peu l'histoire de Facebook, tu sais, quand ça a été introduit en bourse et que ça s'était pété la gueule et que tout le monde s'était foutu d'eux. Ah bah De là, toute façon, l'action Coin, on vous avait fait déjà une analyse plusieurs fois. Moi, je pense que c'est le même scénario que Facebook à l'époque. Enfin, ouais, c'est ça. Je regardais un peu les charts et c'est assez semblable dans la mise en action, en mouvement. Tu vois, des premières années de Facebook qui sont bien tombées, etc. Et après, c'est une hausse continue. Et je regardais Coinbase, effectivement, ça ressemble un petit peu. De toute façon, ça reste un pari sur l'avenir, de même façon qu'il y en a qui ont bet sur Bitcoin il y a 10 ans en arrière. Là, si tu penses que le marché crypto, il va continuer de se développer positivement avec des entités comme Coinbase qui vont devenir des crypto-banques et potentiellement le futur émetteur d'une monnaie de banque centrale des États-Unis, le machin, il finira dans la stratosphère. Donc, en fait, tu poses 10 balles aujourd'hui sur Coinbase, c'est soit tu acceptes qu'il aille à 0 et on se sera tous trompés, ou alors le billet de 10, il fera un fois je sais pas combien. Il y aura peut-être pas d'entre-deux entre ces deux jeux-là, mais c'est un risque peut-être à ce jour qui peut s'entendre, en tout cas d'un point de vue de l'investisseur avisé, si je puis dire. Ouais. Moi, je réponds à Seiya, mais moi, mon scénario, effectivement, c'est que les USA acceptent que leur CBDC soit l'USDC et tu dis, du coup, qu'elle soit privée. Non, la technologie sera privée, mais en fait, l'USDC sera public, en fait. Comme souvent, c'est le cas aux États-Unis. Ça commence par une invention privée qui finit par tomber dans le domaine public. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, c'est meilleur prendre. Ils peuvent reprendre toute l'architecture ou alors juste reprendre la boîte, quoi. Ouais, c'est ça, reprendre la boîte, la nationaliser salement, j'ai envie de dire, et dire bon, bah ça. Alors, nationaliser, je sais pas, les Américains adorent les partenariats publics-privés, donc plutôt payer beaucoup d'argent des électeurs, des contribuables, pour enrichir encore plus les patrons de Circle. Ça me semble plus cohérent. Et je dis les Américains, mais bon, si vous nous écoutez depuis l'Europe, a priori, c'est la même chose chez nous maintenant. Non, c'est clair. Et puis en plus, ils sont tous chauves, donc c'est plutôt bullish, quoi. Par rapport à Binance et au BUSD, je pense que c'est clairement après target par rapport à cette entité en particulier. Le fait que ils aient pas forcément au début respecté toutes les règles. Il y a quand même aussi des allégations qui reviennent régulièrement sur la table pour quelques facilitations de blanchiment d'argent quelques années en arrière peut-être, ou quelques flux qui auraient transité par Binance et on ne sait pas quel est le vrai derrière tout ça. Comme on dit parfois, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, quand on a des rapports de la CIA qui disent que le blanchiment d'argent ou l'argent illégal qui circule par la blockchain ou par Bitcoin, ça représente moins d'1%, on peut raisonnablement penser que oui, il y a probablement eu de l'argent sale à des moments qui a transité par Coinbase, par Kraken, par Binance ou d'autres, à hauteur justement de ce 0,5 à 1%. Et malgré tout, ça n'en fait pas des acteurs frauduleux. Mais par rapport aux États-Unis, j'ai la sensation qu'ils sont en train petit à petit d'écrémer, en fait, de resserrer l'entonnoir pour à la fin arriver juste là où ils veulent arriver, c'est-à-dire garder qu'un seul survivor et un seul élu, voire choisi, quoi. Et ça fonctionne un peu par écrémage. Ouais, et on verra bien, hein, ce n'est qu'un scénario possible. Moi, je suis très, très optimiste sur le succès potentiel de Base en tant que Layer 2. Ces transactions-là, elles seront notarisées sur Ethereum, donc c'est bon pour la blockchain Ethereum. Mais ça ne veut pas dire que j'apprécie
particulièrement la philosophie d'avoir cette prison dorée. Moi, j'ai pas un iPhone, hein, mais c'est un truc chinois, donc bon, est-ce que c'est mieux avec TikTok? Non, il n'y a pas TikTok sur mon téléphone, mais enfin bref. De base. Mais voilà, c'est chacun son truc. C'est dans un monde parfait, on aurait tous Linux et on installerait nous-mêmes en ligne de code nos propres logiciels qu'on aurait vérifiés avec nos clés PGP. On vit pas dans ce monde parfait et il faut surtout en termes d'investissement. Être investisseur, c'est savoir faire la part des choses entre le monde qu'on aimerait qu'il existe et le monde tel qu'il est. Et parfois, on n'investit pas forcément de la manière dont on pense ou inversement, quoi. Moi, je suis Crypto qui dit j'ai un téléphone Linux, et ben félicitations, mais tu fais partie de 0,01% des gens, quoi. Je ne savais même pas que ça existait. mais bien joué. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on prendrait pas des petites questions? Alors, on a été un peu pointu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça faisait partie de nos émissions masterclass parce que pas mal de personnes ont dit sur le chat vraiment que c'était ultra quali ce soir et je suis tout à fait d'accord. C'est toujours quali. Hein. Ouais, mais il y a des fois où c'est le next level, tu vois, et je pense que ce soir, ça faisait partie des grosses. Ça, c'est l'effet barbe. Ça leur a plu, là. J'ai lu vos réactions. Hein. C'est le bear market, comme dit Stegarl. J'ai trouvé ça marrant. Alors, qu'est-ce que vous avez comme. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Une analyse de Manu, là je me sens pas trop, mais je regarderai. J'ai failli vous faire une analyse de coin et méta, mais je suis pas prêt en fait, je suis pas au niveau. Il y a Alex 63290 qui nous dit il faudra faire quelque chose pour passer de Polygon vers EZK-VM. La réponse est oui. Il s'agit d'un layer 2, donc c'est un nouveau réseau par rapport à Polygon POS. Donc il faudra soit y venir depuis Ethereum, soit prendre un bridge spécialisé qui probablement sera déployé. Le ZK-VM, ça sort le 27 mars, si je ne dis pas de bêtises, s'ils ne sont pas en retard. Mais effectivement, c'est un réseau à part. Donc, c'est un réseau qui débute à la fin du mois. Tout à fait. Vous faites quoi de vos STmatics? Moi, le STmatic, ça bosse sur Bifi. Moi, le STmatic, ça bosse sur Cyan. Alors, Cyan, c'est comme Instadap, c'est comme un DeFi Saver, mais c'est spécialisé sur les réseaux un peu alternatifs, entre guillemets. Je crois qu'ils sont déployés sur Avalanche et Polygon, et ils ont une stratégie effet de levier utilisant V3 Polygon, qui en ce moment travaille à peu près 15%, je crois. C'était 20% pendant quelques temps, et puis forcément, hein, c'est l'offre et la demande, c'est trop juteux pour que ça dure. Mais je vous l'avais présenté dans l'émission, je crois. Hein. En tout cas, j'en avais parlé. Il y a quelques mois. Ouais, donc c'est Science C-I-A-N, donc c'est dapp.cian.app. Et vous avez des stratégies, vous pouvez faire un smart wallet. Et donc, c'est ce que j'utilise personnellement. En ce moment, elle rapporte 16,4%. Bien sûr, ce n'est pas dénié de risque. Faites vos propres recherches. On n'est pas là pour vous faire des conseils en investissement. Et d'ailleurs, elle est max out. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller parce que j'ai pris toute la place. Désolé. Voilà, désolé. Bon, j'ai mis les fonds de poche. J'ai mis les fonds de poche dedans. Alors, bien sûr, il réadapte au fur et à mesure, donc il ne laisse pas grandir trop vite pour pas pénaliser trop les bénéfices de leur vault. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez fait vos propres recherches, etc. Vérifiez. Généralement, ils ouvrent régulièrement les portes. Je vois qu'il y a des petites questions sur le tweet que j'ai relayé cette semaine. Alors, je ne vous parlerai pas de stratège protocole, mais je vous dirais que Murphy Lab, c'est un peu un think tank sur lequel on va release des articles qui parleront de DeFi et il y aura toujours des petits alphas dedans. Et sur le premier article qui est sorti, il y avait déjà un petit peu d'alpha pour la prochaine fois. Mais chaque chose en son temps, soyez patients. Yes. Je pense qu'on a fait le tour, hein, à peu près, un peu plus d'une heure, comme on était à l'heure. Il y avait de la question ce soir quand même. Hein.
Ouais, et d'ailleurs, on a frôlé les 1000 au pic. Au début, à 9h, on était, enfin 21h, on était 400, je crois. Donc, on est monté tout du long, c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pas le bottom, hein, si on a encore 900 ce soir. Bon, allez, désignez un volontaire, choisissez votre collègue d'à côté. Et puis, tu sais, c'est comme dans Squid Game, il ne peut en rester qu'un petit peu moins à la fin du jeu. C'est ça, exactement. Exactement. Nelson, je peux te répondre oui. On parle d'Avegotchi, effectivement. Je sais que je vous ai saoulé longtemps avec Avegotchi sur la chaîne. Et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé non plus. Ils ont bien bossé. Ils étaient très présents à Ethereum Denver. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que les tokenomics d'Avegotchi vont changer complètement dans les prochains jours. Avant, il y avait une bonding curve. C'est-à-dire que vous pouviez créer échanger du DAI contre du Ghost sur Ethereum Mainnet et inversement. Et il y avait des mécanismes de stabilisation du prix du Ghost qui étaient très forts. Et ce qui fait que le Ghost était un petit peu un stablecoin. C'est pour ça que le token du Ghost, qui a perdu de sa valeur par rapport au bull market, est tombé beaucoup moins que les autres tokens des autres marchés. La communauté a voté et dans les prochains jours, je crois que c'est le 8 mars, si je dis pas de bêtises, donc dans 2 jours, à vérifier, faites vos propres recherches, ils arrêtent le système de bonding curve, donc le token devient spéculatif. Il y a beaucoup de hype. Est-ce que ce sera un sell de news? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir énormément de volatilité sur Avegotchi. Ça peut très bien se péter la gueule comme exploser. Ça m'étonnerait que ce soit stable. C'est la seule chose que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, moi, quand j'ai vu le tweet avec marqué 3,80, j'ai cru que c'était le prix. 3,8, il y avait marqué 3,8, j'ai fait ah bah ça a bien pumpé, dis-moi. Voilà, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes francophone et si vous voulez rejoindre la communauté Avegotchi, je conseille et je chill la Gotchi Farmy. Ils ont leur propre Discord, ils sont hyper cool, ils font des lives de temps en temps et de temps en temps je vais les voir là-bas. Si vous voulez apprendre, si vous voulez être dans une communauté qui est bien active, n'hésitez pas à aller toquer à leur porte. Ils sont assez accueillants et c'est plutôt cool. Et ils font des trucs plutôt pas mal. Je les ai rencontrés à NFT Paris et je les salue. Bon, sur ces bonnes paroles, merci à tous d'avoir été là. On était quasiment 1000 au pic, donc une bonne petite émission des familles qui sera disponible en replay immédiatement lorsque nous aurons coupé et demain sur YouTube à l'heure habituelle entre 9 et 10 heures. Vous retrouverez donc cette petite heure qu'on a passée ensemble et que je vous invite à réécouter, même en x2. En général, ça passe plutôt pas mal en mode podcast, ce qui permet vraiment de se réimprégner de tous les sujets qu'on a traités ce soir et qui étaient plutôt intéressants d'après vos retours. Donc, merci à tous. Merci Marc et Manu, comme d'habitude, d'avoir partagé le micro et passez une bonne soirée. Continuez d'être prudents, continuez d'être curieux et faites vos devoirs. Vous verrez que sous 2-3 ans, ça vous permettra d'en dégager certains bénéfices et on le dit bien évidemment amicalement, puisqu'il y en a des fois, je pense que quand on dit faites vos devoirs, ça renvoie à l'école et on sent de suite ceux qui ont eu des soucis. Moi, je dis ça à mes gosses. Fais tes devoirs, tu verras, ça te servira. Il y en a, tu dis fais tes devoirs, de suite, c'est en mode non, pas les devoirs, pas les devoirs. Il y a des traumatismes, je suis désolé de ce qui s'est passé pour vous au collège. C'est fini, vous inquiétez pas, vous êtes un adulte maintenant. Voilà, et ça va bien se passer. Bon, sur ce, bonne soirée à tous et à demain. Salut. Ciao, ciao.